Excellent réveil, il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Le journal de 8h présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité. Maman contre dealer. Les parents d'élèves d'une école à Saint-Denis forment une chaîne humaine chaque matin autour de l'établissement, excédé par les trafiquants de drogue qui contrôlent le quartier. La réforme de l'assurance chômage, elle est présentée aujourd'hui par le Premier ministre et les entreprises vont devoir faire un effort. Le gouvernement lance la bataille contre les contrats courts. L'élection présidentielle aux États-Unis, c'est dans 1 an et demi. Pourtant, Donald Trump lance sa campagne dès aujourd'hui. Le milliardaire a besoin de temps pour s'assurer le soutien de sa base. Reportage avec les fermiers du Midwest dans ce journal. Et à 8h12, Vincent Herouette nous emmènera en Égypte. L'ancien président Mohamed Morsi est mort d'une crise cardiaque pendant son procès. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Europe 1. C'est une situation surréaliste. Des trafiquants de drogue qui contrôlent tout un quartier. Ils n'hésitent plus à utiliser les abords de l'école pour cacher la marchandise. Nous sommes à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Les parents d'élèves du centre scolaire Hugo Balzac sont excédés. Alors chaque matin, pères et mères forment une chaîne humaine autour de l'établissement pour protéger leurs enfants et envoyer aussi un message au pouvoir public. Le reportage de Jean-Sébastien Soldaini. Les guetteurs quadrillent le quartier à 100 mètres à la ronde. Dès le premier coin de rue, chaque personne pouvant déranger le trafic, chaque voiture de police est signalée de la même façon. Des cris en direction des dealers que Leïla, maman d'une élève, ne supporte plus, d'autant que l'école, dit-elle, est presque devenue un lieu central pour les trafiquants. La police a retrouvé 30 grammes de cannabis caché effectivement dans un lieu de l'école, et c'est un lieu aussi de retrait pour eux parce que la dernière fois il y avait eu une course-poursuite entre la police et certains jeunes. Ils ont sauté donc les grilles, c'était un lieu de refuge pour elles. Leur présence devient une habitude pour les enfants. Fabienne, autre parent d'élèves, constate même que ces dealers font tout pour former leur relève. Ça commence par tiens, je te donne 3 €, 4 €, va me chercher un sandwich, une boisson. Ils pervertissent les enfants. Quand tu as 10 ans et que tu te retrouves avec 5-6 € en poche tous les jours, et ça te fait plus d'argent que tes petits copains. Et donc tu peux commencer à faire le caïd et tu glisses sur cette pente et c'est fatal. Un mois qu'elle aussi se mobilise chaque matin avec cette frustration. Rien ne semble changer malgré la présence d'un commissariat à seulement 200 mètres de là. Saint-Denis, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. L'agression ultra-violente d'une magistrate, ça s'est passé à son domicile. Oui, hier, l'une des présidentes de la cour d'assises des Yvelines a été visée à la tête par, semble-t-il, un tir de flashball. Elle a été hospitalisée avec plusieurs fractures au visage. 2 motards casqués sont recherchés. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Écoutez la première réaction de Béatrice Brugère du syndicat FO Magistrat. On a quand même franchi un cap dans la violence et dans le mode opératoire. Il y a un guet-apens, il y a quand même un côté beaucoup plus criminel avec une arme de poing qui est d'une violence inouïe, en plus au domicile de la magistrate. On a été extrêmement choqués, oui, on est choqués. On pense à elle, on pense aussi à tous ces magistrats qui peuvent se retrouver finalement dans la même situation. C'est quand même très choquant, très choquant. Béatrice Brugère du syndicat FO Magistrat avec Yasmina Katou pour Europe 1. La réforme de l'assurance chômage est présentée aujourd'hui. Cela se passera à Matignon. Édouard Philippe avec Muriel Pénicaud. Coup d'envoi d'une bataille, notamment contre la précarité. Un système de bonus-malus pour sanctionner les entreprises dans 5 à 10 secteurs qui feraient trop usage des contrats courts. Et dans le reste de l'économie, une mesure spécifique pour décourager le recours aux CDD d'usage, les fameux CDDU. Alors de quoi s'agit-il exactement, Olivier Samin? Tous les spécialistes vous le disent, le CDDU, c'est un CDD sans les contraintes du CDD. Pas la peine d'invoquer un surcroît temporaire d'activité, ni même la nécessité de remplacer un salarié absent. L'employeur peut renouveler le contrat avec la même personne indéfiniment. Et il n'a même pas à payer au salarié la prime de précarité de 10%. La seule restriction, c'est le fait que le CDDU n'est pas autorisé partout. Il ne peut être conclu que dans 30 secteurs où, dit la loi, c'est un usage constant, usage de longue date en raison de la particularité des métiers, d'où le nom de CDD d'usage. Les secteurs en question, ce sont par exemple l'hôtellerie-restauration, les métiers du spectacle, les instituts de sondage, mais aussi les métiers de l'audiovisuel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une embauche sur 5 se fait via un CDDU, souvent au-delà des métiers pour lesquels c'est autorisé. Et dans les secteurs où la loi l'autorise, les entreprises y ont recours, y compris pour des postes permanents où la norme devrait être le CDI. L'avantage est double pour les entreprises en question. Le CDDU est un contrat ultra flexible et entre 2 CDDU, l'employeur n'a pas à se soucier du sort du salarié. Il se défausse
sur Pôle emploi. C'est ça précisément que le gouvernement veut stopper. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. David, vous allez nous parler maintenant des passoires thermiques. Oui, ce terme désigne les logements très mal isolés. Cela coûte cher pour se chauffer, c'est très mauvais pour l'environnement. Les députés vont étudier à partir d'aujourd'hui 4 amendements visant à les éradiquer, notamment en les interdisant à la location. Une mesure bienvenue pour Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. On ne peut pas continuer à mettre en location des passoires thermiques. Il faut donc donner un signal à tous les acteurs du logement et pendant ce temps-là, progressivement les aider pour pouvoir faire ces travaux. En intervenant sur ces passoires thermiques, on va pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux ménages qui vont moins dépenser en charge. On va pouvoir créer du développement économique dans le secteur du bâtiment et on va préserver la planète parce que le bâtiment est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Donc vous voyez bien qu'il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir aller dans ce sens. Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Le journal de David Doucan avec l'élection présidentielle aux États-Unis. Alors c'est dans 1 an et demi, mais Donald Trump a décidé de ne pas attendre. Oui, il lance la campagne pour sa réélection ce soir à Orlando, en Floride. Meeting géant, 20 000 militants attendus. C'est très rare pour un président en exercice de commencer si tôt. Alors pourquoi cet empressement ? Donald Trump a besoin de sa base. Or, certains sont troublés par sa politique commerciale notamment, comme les agriculteurs acquis à sa cause en 2016. Il montre aujourd'hui des signes d'impatience. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial dans l'Illinois, Xavier Yvon. Dans son bureau installé face à ces immenses silos de soja et de maïs, Eldon Gould est amer. Oui, je soutiens le président Trump, soupire le fermier, mais j'en ai assez de payer pour ses cours de commerce international. Eldon Gould est une victime collatérale de la guerre commerciale avec la Chine déclenchée par le président. Pékin a riposté en taxant son maïs et son soja. On a perdu 25% de nos revenus. On ne renouvelle plus les équipements vieillissants. On va être dans le rouge. Il n'est pas le seul et il sent la grogne monter dans les fermes géantes du Midwest. Lui, l'ancien responsable syndical des céréaliers américains. Les agriculteurs sont de grands supporters de Donald Trump, dit-il. Mais leur patience et leur loyauté est en train de s'effriter. Je ne sais pas à quel point, mais je pense qu'il a moins de soutien qu'il y a 1 an. Alors que Donald Trump va lancer aujourd'hui sa campagne de réélection, Eldon Gould aime toujours son style décapant, sa gouvernance façon businessman. Mais d'ici 2020, le vieux fermier regardera qui sera le candidat démocrate et il espère surtout qu'un autre républicain défiera Donald Trump, un vrai républicain, dit-il, favorable au libre-échange. Gould Farm, Illinois, Xavier Yvon, Europe 1. Nous commémorons aujourd'hui l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Oui, lancé sur les ondes de la BBC depuis Londres. Vous le savez sans doute, peu de gens en réalité l'ont entendu. Le jour même, c'est ensuite sa version écrite, publiée dans la presse, qui deviendra l'outil fondateur de la résistance. Mais nous vous présentons 2 hommes, des frères, Alexis et Jacques Le Gall. Eux ont réagi dès le 18 juin. Ils ont traversé la Manche le soir même. Jacques, 98 ans aujourd'hui, 19 seulement à l'époque, raconte ce souvenir au micro Europe 1 de Martin Fenot. Notre mère nous a dit qu'elle venait d'entendre un général qui disait que la guerre n'était pas perdue, qu'il avait décidé de la continuer et qui demandait à tous les Français patriotes de le rejoindre pour continuer le combat. J'ai dit on y va, j'ai pas hésité à prendre la décision, je trouvais qu'on n'était pas battus et que notre rôle c'était coûte que coûte de pouvoir participer. On a pu voir le général de Gaulle pour la première fois début juillet. Moi, je me rappelle comme si je le voyais encore aujourd'hui. Il m'a dit, vous êtes là pour vous battre, c'est très bien. Eh bien, il va falloir que vous commenciez à vous battre tout de suite, tout de suite. Et il a ajouté, parce qu'il faut qu'on puisse dire que la France n'a jamais arrêté de combat. Le témoignage du résistant Jacques Le Gall avec Martin Fenot. 98 ans. Emmenez-nous au musée, mon cher David, ce matin. Faites quelque chose. Volontiers, pour une exposition événement consacrée à Léonard de Vinci. Cela se passera au Louvre à partir du 24 octobre. Mais je vous en parle dès maintenant parce que la billetterie ouvre aujourd'hui. Attention, réservation obligatoire pour tout le monde. Le mode d'emploi de Diane Chenouda. À partir de ce matin et jusqu'à la fin de l'exposition, chacun pourra réserver un créneau horaire sur le site internet du Louvre, mais pas seulement. Vincent Pomarède, administrateur général du Louvre. Un peu de suspense, nous ne disons pas l'heure, donc ça sera dans la matinée sans doute. On peut réserver sur Internet, effectivement. On peut aussi réserver à la FNAC.
soit sur place, soit par téléphone, soit par Internet également. Il sera possible aussi de réserver dans certains hypermarchés partout en France. L'idée évidemment, c'est de réguler au mieux les flux de visiteurs afin que chacun puisse admirer les dessins et la douzaine de tableaux de Léonard de Vinci qui seront exposés. Léonard de Vinci, son œuvre est quand même limitée en quantité. Donc entre un accrochage qui, je pense, est assez agréable, assez fluide, et cette maîtrise des flux grâce aux réservations, je pense que les gens pourront goûter l'œuvre de Léonard de Vinci dans les meilleures conditions possibles. La Joconde, elle, trop fragile pour être déplacée, restera en salle, mais on pourra pour la première fois la découvrir en réalité virtuelle, avec un casque qui permettra de rentrer dans le tableau, avec des détails qu'on ne peut jamais voir à l'œil nu. Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. La Coupe du Monde de football, match un peu plus difficile hier soir à Rennes pour les Françaises contre le Nigeria, mais victorieux, elles ont gagné 1-0 et finissent premières du groupe. Les huitièmes de finale, c'est dimanche soir. Vous avez vu qu'il y a eu une petite polémique, un penalty qui a été retiré. Bon, bah voilà. Vous savez quoi, on a gagné. Voilà, point barre.